On l'a beaucoup fait depuis ce matin. Évidemment que le mot prévention a été beaucoup cité. On va en parler encore plus maintenant. Regardez d'abord ces chiffres pour introduire ce chapitre pendant que Véronique Loïdeux et Nicolas Baudusseau se préparent. Regardez cette vidéo. Bonjour Véronique Loïdeux, merci d'être là. Bonjour Nicolas Baudusseau. Véronique Loïdeux, vous êtes chef du service des risques naturels et hydrauliques, la DGPR. Nicolas Baudusseau, directeur du département Fonds publics et prévention CCR. On va examiner avec vous deux la politique de prévention des catastrophes naturelles. On va démarrer avec vous, Véronique Loïdeux. J'ai presque envie de dire, en vous provoquant un petit peu, mais qui dit crise, finalement, dit probablement réponse, ou en tout cas opportunité pour trouver des solutions. Donc crise, solution, réponse. Je vous laisse d'abord la parole à vous. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors la politique de prévention, effectivement, elle a été résumée, on a vu beaucoup d'aspects dans le petit film, mais je pense important quand même de rappeler quelque chose qu'on n'a pas vu, qui était cité tout à l'heure sur les thèses, c'est que le premier enjeu, c'est d'abord de sauver des vies, et bien sûr, ça va être ensuite de réduire les dommages aux biens. Alors, comment le fait-on ? Le premier aspect, ça va être bien sûr celui de la connaissance des aléas, et pour cela, nous nous appuyons sur les opérateurs. Nous avons la chance au ministère de la Transition écologique, cohésion des territoires, d'avoir de nombreux opérateurs très spécialisés sur les aléas sur lesquels nous travaillons. On l'a cité, bien sûr, il y a Météo France, il y a le BRGM, il y a l'INERIS. Et une fois que, je dirais, ces aléas sont connus, on a un autre aspect qui va rejoindre les sujets évoqués tout à l'heure sur la thèse, ça va être de savoir où est-ce qu'ils se localisent et savoir du coup où est-ce que nous allons pouvoir agir en priorité. Et c'est là que nous travaillons notamment en étroite collaboration avec la CCR, parce que pour prioriser nos actions de politique de prévention, on a besoin de connaître la sinistralité passée, mais aussi de savoir la sinistralité modélisée pour pouvoir effectivement agir en prévention, à la fois sur les territoires qui sont déjà les plus exposés, mais aussi par anticipation sur ceux qui le seront dans quelques années. Ce qui a été très important, vous l'avez vu au travers de quelques images, c'est qu'on agit sur le temps long, c'est la maîtrise de l'urbanisation. On a tout à l'heure parlé de plan de prévention des risques, c'est effectivement un des outils qu'on utilise le plus parce qu'il va nous permettre de réglementer l'usage des sols, en particulier d'interdire la construction dans les zones les plus exposées, mais aussi, on l'a évoqué juste avant, quand on parlait des plans de prévention sécheresse, ça va être de mettre des règles sur les constructions pour effectivement prendre en compte les aléas auxquels le territoire est assujetti. Le deuxième sujet, c'est plus même logique que ce qui vient d'être évoqué, c'est d'agir sur les stocks existants. Et là, on va plutôt traiter, essayer de réduire la vulnérabilité. Et effectivement, on va le faire à différentes échelles, que ce soit l'échelle du quartier, et on l'a vu tout à l'heure, des constructions de digues, par exemple, ou des solutions fondées sur la nature, des zones d'expansion de crues vont permettre de protéger des quartiers entiers de ville. Et on travaille bien sûr aussi à l'échelle du bâti. Alors, toutes ces démarches, on ne peut pas le faire seul. Je pense que ça, c'est un leitmotiv de la présentation des messages que je veux
dire aujourd'hui, c'est qu'une politique de prévention, ça ne peut pas être l'État tout seul. Oui, ce que vous voulez mettre en avant, c'est la prévention citoyenne. Alors, ça a déjà démarré, mais on en est où Oui, alors, il y a la prévention citoyenne, je vais revenir, mais je pense qu'il y a effectivement d'abord les élus. Parce qu'effectivement, il faut reconnaître qu'avec les lois de décentralisation, ce sont eux qui ont les clés de l'urbanisme, ce sont eux qui attribuent les permis de construire. Il y a d'abord cette association des élus, c'est la première partie prenante. Et il y a ensuite effectivement le chemin pour aller vers le citoyen qui est important. Alors on ne peut pas le faire seul, donc là on agit effectivement par tous les réseaux. Donc il y a des réseaux professionnels, on a parlé des constructeurs, on parle aussi des assureurs qui ont la capacité à s'adresser très très régulièrement directement aux assurés. Il faut aussi citer les associations qui sont, j'ai vu tout à l'heure en arrivant, des associations avec lesquelles on travaille beaucoup. Et c'est effectivement un sujet très très important pour nous de développer cette culture du risque. Ça a été très très bien dit par Eugénie tout à l'heure quand elle présentait sa thèse. Il y a un phénomène d'oubli mémoriel de la catastrophe. Il y a un phénomène d'appétence, c'est très marqué sur les territoires côtiers comme elle nous l'expliquait tout à l'heure. Donc on oublie le risque et on est attiré effectivement par des territoires qui malheureusement peuvent être les plus exposés. Donc ça, c'est effectivement un des leviers. Ça fait quand même des progrès, cette culture du risque ? Ça a fait des progrès, oui, parce que d'abord, on a décidé de mesurer. Et on a depuis quelques années des sondages qui nous montrent qu'il y a des progrès. Alors, ce qui est assez étonnant, je parlais tout à l'heure d'échelle, il y a une très très forte progression de la culture du risque au niveau mondial. Et je pense que là, c'est toute la communication, le travail du GIEC et toute la connaissance qu'on a maintenant sur les risques, je dirais, au niveau mondial et le changement climatique. Par contre, quand on interroge les citoyens, et je pense que ça rejoint aussi, là encore, les éléments présentés tout à l'heure dans la thèse, quand on est plus proche de chez soi, il y a un déni du risque, peut-être qui reste encore marqué, qu'il faut avoir en tête. Alors comment est-ce qu'on agit pour ça ? Le gouvernement a décidé l'année dernière de mettre en place une journée nationale de la résilience qui s'inscrit dans le cadre plus onusien de la journée nationale des catastrophes naturelles, qui est le 13 octobre. Et c'est vraiment une démarche très très large dans laquelle on a envie d'aller jusqu'à des journées, j'allais dire, à la japonaise, où à la fois on va sensibiliser les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés, mais on va aller jusqu'à les faire jouer les crises pour qu'ils acquièrent effectivement les bons comportements. Alors, je vous interromps parce que ça tombe bien. Il y a une question, je m'en fais le relais tout de suite, d'une personne dans le public. Je vous la donne. L'information du public ne semble pas être la priorité de la politique de l'État. Pourtant, la création d'une culture du risque est indispensable. Qu'en pensez-vous ? Vous venez déjà d'amorcer, plus que d'amorcer la question. Comment vous pourriez répondre ? Je vais vous donner la parole à Nicolas Beudusseau, je ne vous ai pas oublié. Alors, l'information du public, elle est pourtant au cœur de nos politiques de prévention. C'est ce qu'on appelle l'information préventive. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est un levier qui était déjà présent dans nos politiques de prévention, qu'on retrouve dès qu'on a des transactions immobilières, par exemple, au travers de l'information acquéreur-locataire. C'est quelque chose qu'on a très fortement renforcé. Ça a été cité tout à l'heure avec un décret qui fait que depuis notamment le 1er janvier 2023, cet état des risques, par exemple, quand on veut acquérir un bien ou louer un bien, doit vous être transmis dès la première visite avec l'information sur les risques auxquels ils sont exposés. Et puis je pense que ce sont toutes ces actions au quotidien qu'on veut faire. Je citais cette journée autour du 13 octobre, on veut développer la culture du risque, mais l'objectif, c'est que ce soit vraiment le point d'orgue d'actions qui vont se développer tout au long de l'année et sur lequel, effectivement, on souhaite associer très largement toutes les parties prenantes. Autre point important, pour, je dirais, aider ces parties prenantes, et je parlais des collectivités comme les citoyens, il y a des outils financiers. Et donc, pour réduire la vulnérabilité ou accompagner des délocalisations, il y a bien sûr l'outil que vous connaissez bien, qui est le Fonds Barnier, qui s'est enrichi dans ses capacités d'intervention au fil des ans et peut-être donner un modèle. Je pense que ça marche bien aussi quand on n'intervient pas qu'en disant je donne de l'argent, mais quand on incite à co-construire. Je pense qu'un des bons exemples de ces co-constructions, notamment avec les collectivités, sont les programmes d'action de prévention des inondations qui existent depuis maintenant plus de 20 ans, qui ont permis effectivement à plus de 243 programmes qui travaillent à des échelles cohérentes en termes de bassin de risque, à plus de 3 milliards d'euros d'actions de prévention qui ont été mobilisées sur 17 000 communes. Donc cette logique de co-construction, elle est effectivement essentielle.
Politique de prévention, je voulais aussi dire qu'elle s'adapte en permanence. D'abord, elle s'articule avec les différentes politiques publiques. Donc, on a cité tout à l'heure, au travers de l'intervention de Jérémy, les travaux qu'on a pu mener ensemble en interministériel sur les travaux, je dirais, autour de la politique assurantielle et du régime CatNat. On travaille de manière très étroite, c'est un nom que vous avez entendu tout à l'heure, la DGALN, pour que le risque soit pris en compte dans les politiques d'aménagement le plus tôt possible, que ce ne soit pas vu comme une contrainte à la fin d'un projet, mais à la limite presque comme un aiguillon, quelque chose qui va permettre d'innover dans les constructions. Il faut aussi avoir en tête, on le voyait tout à l'heure, qu'il y a un continuum entre la politique de prévention et la gestion de crise. Ça rejoint un petit peu la culture du risque, mais on a très très fortement développé tous les outils de vigilance. La vigilance Météo France, elle a fêté l'année dernière ses 20 ans. On va fêter cette année les 20 ans du réseau Vigicru que vous voyez tout à l'heure. On a lancé, le président de la République, il y a 8 jours exactement, lançait la vigilance avec la météo des forêts. Donc toute cette logique, effectivement, et ça rejoint la question sur l'information du public, hein. Je pense que vraiment l'outil de vigilance, c'est ces outils aussi du quotidien qui informent le public sur les risques. Et puis là, petit clin d'œil à l'autre thèse tout à l'heure de Thomas, on apprend aussi énormément des retours d'expérience, malheureusement, des catastrophes qui se produisent. Donc il y avait Irma, il y a eu Xynthia, qui a permis de mettre en place la compétence de GEMAPI, de gestion des milieux aquatiques et des préventions. Il y a les tempêtes Alex. Et ça nous permet, nous, de nous interroger. Retour d'expérience. Retour d'expérience. Et on travaille aussi avec les CCR, mais Nicolas le détaillera tout à l'heure, justement pour voir et évaluer si nos politiques de prévention sont efficaces. On adapte les outils financiers. Je disais, le fonds Barnier, il y a moins de 15 jours, on a relevé, par exemple, le taux de financement, le taux plafond pour les aides sur les cavités souterraines. C'est-à-dire qu'on a aussi des capteurs sur le terrain. Alors, ce n'est pas les capteurs de la sécheresse, mais c'est d'autres capteurs pour effectivement voir si les taux d'aide qu'on a sont appropriés. Et puis, cette année, vous avez peut-être aussi en tête le fonds vert, qui est un nouvel outil que la Première ministre avait décidé de mettre en place pour accompagner la transition écologique sur les territoires. C'était aussi un moyen pour nous d'aider plus les différents acteurs à s'adapter à des risques, en particulier à des risques émergents, parce qu'il faut qu'on traite le changement climatique. Alors, je ne sais pas si j'ai 2 minutes pour dire quelques mots sur le changement climatique. Vous allez pouvoir reprendre peut-être la parole. On va laisser Nicolas Baudusseau s'exprimer. Donc, Nicolas Baudusseau, vu du côté CCR, en fait, la question, elle est un peu la même, mais qu'est-ce que, de votre point de vue, du point de vue CCR, qu'est-ce qu'on fait concrètement en France en matière de prévention des CatNat, justement? Parce que là aussi, ça change, ça bouge, et vous vous adaptez également. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que Véronique a dit déjà beaucoup de choses, et je crois que l'essentiel a été dit, mais la politique de prévention, la première chose qu'on peut en dire, c'est qu'elle est très riche, hein, on n'a jamais fini d'en parler, elle est très dynamique, elle s'adapte en permanence, et pour simplifier vraiment à dessein de pédagogie aussi, elle marche sur 2 jambes, une jambe réglementaire de contrainte, et puis une jambe incitative financière. La jambe qui correspond à la contrainte, on en parle souvent et à juste titre, le principal outil qui a été mobilisé déjà depuis 1995 et qui est, rappelons-nous ça, c'était la contrepartie de la mise en place du régime CatNat en 82. Ce sont les plans de prévention des risques, notamment d'inondation, qui vont permettre de réguler l'urbanisation en zone inondable, c'est-à-dire concrètement d'imposer qu'il y ait des zones inconstructibles dans certaines zones les plus à risque. Donc ça, il y a une réglementation forte sur ces aspects-là. Les PPR inondations, ils couvrent 80% des zones exposées, donc il y a quelque chose de considérable qui a été fait. C'est des mesures qui sont compliquées à mettre en œuvre, hein. Je parle pour l'État, hein, qui vient imposer ça aux communes en disant « Monsieur le maire, vous allez arrêter de construire dans cette zone-là ». Je peux vous dire que c'est pas simple et que ça crée des contentieux extrêmement nombreux, mais l'État a bien tenu et couvre aujourd'hui 80% des zones exposées. Il y a aussi toute une réglementation sur la construction neuve, hein. Alors les PPR en sont le relais, mais aussi on a parlé de la loi Elan abondamment, et puis on pourrait citer les normes parasismiques également. Et puis en termes de réglementation, il y a aussi tout ce qui s'impose à l'État pour informer, c'est ce dont parlait Véronique, hein, pour informer le citoyen, et puis aux communes également, pour informer également le citoyen, mais aussi pour se préparer à la gestion de crise, c'est les fameux plans communaux de sauvegarde. Donc ça, c'est le volet réglementaire, et ce n'est qu'un tout petit aspect, je peux vous dire que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas, moi, à mon sens, ce sont les principaux. Et puis le volet incitatif financier, si on se résume sur la dernière décennie,
en moyenne, les pouvoirs publics au sens large, c'est-à-dire État et collectivités qui sont extrêmement présentes, qui sont motrices et qui sont des acteurs extrêmement importants de cette politique publique, c'est en gros 375 millions d'euros par an sur la dernière décennie qui ont été investis sur la prévention. Et pour simplifier, plus de la moitié de cet argent a été dépensé à réaliser, renforcer, rehausser des ouvrages hydrauliques de protection contre les inondations et les submersions marines, les digues, les barrages écrêteurs de crues, les ouvrages de ralentissement dynamique. À peu près 20%, c'est pour adapter certains bâtiments au risque sismique aux Antilles, donc en particulier les écoles, les HLM, les casernes de pompiers, les immeubles de gestion de crise domaniaux, et puis une quinzaine de pourcents pour ce qu'on appelle la délocalisation au sens large, c'est-à-dire le fait de racheter, de la puissance publique qui vient racheter des biens qui sont dans des zones trop à risque pour laisser les populations là. On l'a constaté après Xynthia, après la tempête Alex, après les crues de l'Aude en 2018, et ça représente à peu près 15% des investissements. Avec ça, vous avez un peu le panorama de ce qui est fait, qui est assez considérable aujourd'hui en matière de politique de prévention. Il n'y a pas l'équivalent dans les pays européens voisins, si ce n'est dans certains pays qui sont extrêmement moteurs sur la prévention, je pense aux Pays-Bas en particulier, mais il n'y a pas forcément l'équivalent ailleurs. Donc, d'une façon globale, vous estimez, Nicolas Beaudusseau, qu'on est plutôt sur la bonne voie? On est en tout cas sur une voie qui nous semble ne pas manquer de pertinence. Et cette politique, si on la regarde aussi avec un autre angle, on s'aperçoit notamment pour ce qui est des financements, que sur cette dernière décennie, encore une fois, les 3/4 ont été dévolus à la prévention des inondations, qui sont le phénomène qui sont à la fois, qui a été historiquement, qui a coûté le plus cher au régime, qui accessoirement a fait un certain nombre de victimes, en moyenne 10 victimes par an, qui expose 25 millions de personnes, qui fait partie, on l'a vu ce matin, des phénomènes les plus dynamiques liés au changement climatique, et qui, en cas d'événements potentiels extrêmes, type crue de la Seine 1910, type crue de la Loire 1856 ou crue de la Garonne 1875, occasionnerait de plus de 10 milliards d'euros de dommages, parfois jusqu'à 30 lorsque c'est la crue de la Seine. Donc ça ne manque pas de pertinence d'avoir une politique qui est assez focalisée sur ce phénomène-là, et notamment aussi par des outils dont on a montré à la CCR, qui sont très efficaces. Les plans de prévention des risques d'inondation, on le mesure, ont permis de diviser par 2 la fréquence de sinistres sur les communes qui ont été dotées, et on sait que les ouvrages qui sont financés par le fonds Barnier, eh bien, ils ont un ratio bénéfice sur coût en moyenne de 3,5 sur la période 2018-2020. Donc pour 1 euro investi, vous en récupérez 3,5 sur les 50 ans qui viennent. Voilà, on est dans des choses qui sont quand même, me paraissent assez efficaces et assez pertinents. Est-ce qu'on peut encore faire plus et mieux, si j'avais envie de vous poser cette question pour terminer? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est une question. Il y a aussi une question de moyens, évidemment, mais absolument. Alors, c'est pas parce qu'on fait bien qu'on peut pas faire mieux. Parmi les choses qu'on peut mieux faire, nous semble-t-il aujourd'hui, dans le scope de la politique publique de prévention telle qu'elle s'est construite historiquement, et c'est aussi un fait historique, il y a certains phénomènes qui sont restés un peu orphelins, qui ont été moins traités. Voilà. Parmi lesquels, je pense qu'il faut citer les vents cycloniques, pour lesquels il n'y a ni la jambe réglementaire, ni la jambe incitative qui existe. On peut citer aussi la question des ruissellements, des phénomènes d'inondation par ruissellement, pour lesquels il y a une politique publique, mais qui a besoin de mûrir. On a une difficulté à articuler entre les phénomènes la pluie qui tombe, simplement qui relève de la gestion des eaux pluviales classiques, des gouttières, des tuyaux, etc., des systèmes de désimperméabilisation, et puis la pluie centenale, où là, on va avoir un débordement très significatif qu'il faut gérer autrement. Là, on a vraiment, je pense, du travail à effectuer là-dessus. Et puis, il y a bien sûr la question de la sécheresse dont on a abondamment parlé juste avant, sur laquelle je ne reviens pas et pour lequel il faut effectivement structurer sans doute une politique publique efficace. Ça, c'est le premier point, les phénomènes un peu orphelins. Le deuxième point, c'est que ce dont on s'aperçoit au final, c'est que ce qu'on arrive bien à faire, et ce dont on peut se féliciter, ce sont les mesures collectives. Ce sont les mesures qui sont portées finalement par l'État, par les collectivités. Ça se met en place, on peut dire ce qu'on veut, ça s'est mis en place de manière assez massive dans les 25 dernières années. Ce qu'on arrive moins à faire, ce sont les mesures qui vont être sous la maîtrise, qui vont être portées directement par les individus. Alors on a parlé ce matin des grands risques. Dans le cas des grands risques, des grandes entreprises, là ça marche, il y a un business model derrière, il y a un intérêt très clair. Pour ce qui est des particuliers, des petites entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. On a des dispositifs qui existent avec des contraintes, des mesures obligatoires, avec des financements qui peuvent atteindre 80% par le fonds Barnier, 100% parfois lorsqu'il y a un rajout des collectivités. Et avec ces deux outils, à la fois des mesures obligatoires et un financement à 100%, les individus s'en saisissent pas.
Et là, on a un défi collectif où les assureurs ont un rôle à jouer déterminant. Il y a évidemment des questions de lisibilité du dispositif, mais il y a aussi une question de relais, de portage de ces dispositifs auprès des assurés, qui est très important et vers lequel, très certainement, les assureurs, enfin on le sait déjà, commencent à aller. Votre réponse, justement, Véronique Leydeux, par rapport à ce que vient de dire votre voisin, parce qu'il y a des journées de prévention citoyenne, etc. Donc ça, c'est évidemment important et c'est bien de le faire. Ce sont des symboles, certains pourraient vous dire ça. Je relaye cette question, mais vous allez pouvoir conclure par rapport à ce que vous vouliez souligner encore. Une question posée par le public. Vous dites que les dispositifs publics de prévention sont efficaces, mais on constate que les catastrophes se multiplient et les dommages s'accroissent. Comment comprendre cela ? Alors, peut-être en commençant par la dernière question, je pense qu'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, c'est, vous l'avez évoqué plusieurs fois dans la journée, c'est qu'effectivement avec le changement climatique, nous avons des événements plus intenses. Et je pense que quand on regarde Irma avec des dégâts plus fréquents, plus intenses, Irma c'est 95% du bâti de l'île qui est par terre, ce sont des dommages en milliards d'euros. Tempête Alex, c'est la même chose. Donc il y aura effectivement ce phénomène d'intensification qui de fait à plus de dommages, enfin de montants de dommages qui vont aller en croissant. Comment est-ce qu'on réagit sur ça? Alors, c'est là que je pense qu'on ne peut pas avoir une politique publique qui est vue toute seule, et je voudrais juste citer, parce que je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais notre ministère et notre ministre en particulier a lancé il y a quelques semaines une concertation sur la trajectoire d'adaptation au changement climatique, j'allais dire, de notre territoire national, de la France et de l'ensemble de ses politiques publiques, en disant on sait qu'on ne tiendra pas les accords de Paris à date, il faut le reconnaître, et il faut qu'on anticipe un possible plus 4 degrés sur notre territoire et qu'on en tire les conséquences. Ça va vouloir dire effectivement, donc c'est une concertation qui a été engagée, il y a eu un avis favorable du Conseil national de transition écologique sur ces démarches-là, mais comme le disait à l'instant Nicolas, c'est que pour s'adapter, ça va être du coup possiblement peut-être encore plus contraignant. On parlait des plans de prévention des risques, mais dire qu'on s'adapte à plus 4 degrés, ça peut vouloir dire aussi plus de contraintes sur les territoires. Donc si on veut ensemble effectivement relever ce défi, il va falloir qu'on rehausse certaines mesures et certains niveaux de protection. On a déjà, nous, en tête que les plans de prévention des risques littoraux, qui aujourd'hui prévoient à 100 ans un aléa de relevé de plus 60 cm en termes de montée de niveau des eaux, on sait que ça va être insuffisant, mais il va falloir qu'effectivement on se pose ces questions-là sur l'ensemble des référentiels techniques, et c'est l'aspect contraignant qu'évoquait Nicolas. On a dans les tuyaux, si je peux prendre cette expression, une réglementation paracyclonique. Nicolas l'évoquait, elle vient de passer, ça devrait être un texte qui doit être soumis au Conseil d'État prochainement. Donc on espère effectivement avoir des réponses aussi là également réglementaires. Et je crois aussi, ça a été évoqué par Nicolas, qu'il faut qu'il y ait un rôle peut-être des assureurs qui sont dans la table, en tout cas qu'on ose se poser la question de peut-être avoir des outils financiers, peut-être des tarifications plus incitatives pour que les particuliers aussi à leur niveau agissent, et que quand il y a des prescriptions, des travaux obligatoires, ils soient réalisés. Ou alors si on parle des feux de forêt, puisque c'est en ce moment dans notre actualité, en ce début de saison de feu, par exemple, quand il y a des obligations légales de débroussaillement, s'assurer que la personne a bien effectivement fait les travaux autour de sa maison. Et ça, je pense que c'est un levier sur lequel on n'a pas agi, ou alors on a agi peut-être au niveau des franchises de manière un peu punitive, en rehaussant les franchises. Peut-être qu'il faut être dans une logique peut-être plus incitative. En tout cas, je pense que c'est vraiment un chantier qu'il faut qu'on ouvre. Merci beaucoup. Peut-être un mot de conclusion en 30 secondes, l'un et l'autre, Nicolas Baudusseau. Mais peut-être je vais réagir à la question qui a été posée sur l'efficacité. Oui, c'est bien de compléter. Parce que, en fait, la sinistralité, elle n'augmente pas sur tous les phénomènes. Sur les inondations en particulier, il n'y a pas de la croissance qu'on voit sur la sécheresse. Et un bête et rapide raccourci, sans doute, me fait penser que tout ce qui est fait depuis 25 ans, et même avant, sur la prévention des inondations, comment savoir les résultats? Paye, c'est évident que ça paye. Et donc, on aura... il est assez clair que sur la sécheresse, pour lequel il n'y a pas eu, en tout cas, il y a une réglementation assez tardive qui se met en place.
sur une partie qui a été limitée du territoire dans un premier temps avec les PPR sécheresse et puis sur la loi Elan, mais beaucoup plus tardif en 2018 puis 2020, eh bien on a quelque chose qui nous explose un peu à la figure. C'est pas si étonnant et ça remonte que l'effet de la prévention, c'est un effet de long terme et qu'on a tous intérêt à s'y mettre, à continuer à s'y mettre parce qu'on s'y met déjà depuis un certain temps et assez massivement pour que 2050 ne soit pas absolument catastrophique pour tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ce double éclairage.